À la veille du procès en appel de Vital Kamerhe, l'Union pour la nation congolaise, son parti politique, ne jure que par la libération de leurs leaders. Messieurs et dames, retour sur les faits. Dans ces nouveaux numéros des enjeux, bienvenue. Fidèle à nos traditions, place à présent à Etche Homo. Découvrons notre invité. José Ntedika Nimi. José Ntedika est un ingénieur en électricité de l'Institut supérieur des techniques appliquées. José Ntedika pose ses premiers pas en politique aux côtés d'Albert Ndélé. Après un bref passage à l'UDEMO, José Ntedika adhère à l'UNC depuis sa création jusqu'à ses jours, où il est haut cadre du parti cher à Vital Kamerhe dans la province du Congo central. Monsieur José Ntedika, très heureux de vous retrouver dans le jeu. Merci beaucoup, John. Après un bon moment d'absence, mais on se met d'abord. Merci. On ne restera pas debout. Ouais. Vous avez disparu des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends que nous sommes à la veille de la reprise du procès en appel de Vital Kamerhe, et là vous réapparaissez. Non, je n'ai pas disparu, c'est simplement que il faut éviter l'inflation, la communication. L'inflation, communication. Voilà, et comme vous aimez dire, trop de communication tue la communication. Et donc j'interviens quand c'est des moments précis. Et je crois que si j'ai bonne souvenance, je me suis présenté devant vous le 4 mai, l'année passée. Je crois qu'à l'ouverture du procès du président Vital, l'ouverture c'était, je crois, le 5 mai. Et moi, j'étais intervenu le 4 mai. Et une année après, aujourd'hui nous sommes, je crois, le 30 ou le 29. Hein? Le 30. Le 30. 30 mai. Et le procès pour les 30 en appel commence demain le 31. Donc voilà un peu. C'est à la veille. Voilà. Alors, quoi de plus normal que nous puissions aborder cette question? L'affaire est entre les mains de la justice, mais bien avant, le vendredi dernier, non seulement à Kinshasa, je crois quelques villes aussi à l'intérieur du pays. Matadi, Bukavu, Kananga, dans le Sankourou, Chopo. Chopo. Vous étiez dans la rue, oui. Objectif, demander, si pas exiger, la libération de Vital Kamerhe. Mais José Ntedika, l'affaire entre les mains de la justice, vous descendez dans la rue, au lieu de motiver plutôt vos avocats, la défense de Vital Kamerhe, vous choisissez la rue, mais pour quel résultat? Est-ce une façon pour vous de mettre la pression sur la justice? Non. D'abord, descendre dans la rue, je crois que ce n'est pas un crime. Pour organiser des marches tout à fait pacifiques. Et ça a été le cas. Malheureusement, il faut déplorer que, justement, cette marche-là, au départ pacifique, ait été réprimée avec beaucoup de brutalité. Et d'ailleurs, je crois que cette brutalité a atteint certaines personnalités du parti, notamment l'épouse du président et sa famille, parce que même elles étaient aussi dans la rue. Affirmatif. À Matadi, on a empêché les gens de pouvoir marcher. À Chopo, ils ont marché, mais on a arrêté. On doit déplorer aussi l'arrestation de l'interfédéral, je crois, intérimaire de la Chopo, Kisangani. Les autorités sont intervenues pour qu'ils sortent, mais je crois qu'il faut le déplorer. Surtout que
en démocratie, et notamment dans le contexte qui est le nôtre, c'est que les marches pacifiques, elles sont plus encadrées que réprimées. Vous comprenez? Elles sont plus encadrées, voilà. que réprimées, mais lorsque l'autorité compétente vous avertit qu'elle n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de cette marche, vous n'avez pas d'autre choix que de vous incliner. On ne défie pas l'État. Mais pour quelle raison l'autorité ne serait pas en mesure d'assurer la sécurité de la marche? Parce que le dire comme ça, c'est que ça présente certaines faiblesses dans la gestion justement de ces genres de situations. L'autorité établie est là, notamment dans le cas d'espèce, de devoir encadrer la marche. Surtout que c'est une marche pacifique. Vous comprenez? Alors, un autre aspect de votre question, c'est que si on était en train de faire d'exercer des pressions sur l'appareil judiciaire. Oui. Non, il n'y a aucune pression qu'on est en train d'exercer sur l'appareil judiciaire. Vous savez que déjà, en première instance, telles que les choses se sont passées, il faut admettre que les conclusions ont été étrangères au droit. Bon, c'est vous qui les dites. Ont été étrangères au droit, à telle enseigne que ça a été contesté, et maintenant nous sommes au niveau de l'appel. Et donc, il est question d'attirer aussi l'attention, quand même, de tous ceux qui peuvent entendre que, en tout cas, telles que les choses se sont passées en première instance, ça a attiré l'attention, ça n'a pas présenté la bonne image de notre appareil. Mais il n'est pas tard pour mieux faire. Parce que, vous savez, vous êtes journaliste, vous savez que, par exemple, quand on suit l'émission Faites entrer l'accusé, il y a des procès comme ça où des gens ont été condamnés pendant 25 ans et que finalement, on se rend compte que monsieur a été innocent. Vous comprenez? Alors que là, la condamnation en première instance n'a pas encore fait une année. Et donc, il est important qu'on puisse aussi attirer l'attention des gens parce qu'il s'agit aussi de l'image de notre pays qu'on est en train de présenter. N'oubliez pas que sur cette affaire, il y a eu des ONG internationales qui ont levé les tons. Je suivis une autre émission même sur TV5 où on était en train de donner une autre image quand même, une autre interprétation de ce procès. Et personnellement, nous ne voulons pas que ça puisse arriver dans ce sens-là. Et nous espérons, parce que nous continuons à faire foi en notre justice, à partir du moment où ceux qui interagissent au niveau de l'appareil judiciaire, ce sont des citoyens comme nous et qui ont besoin d'une certaine fierté aussi, qui ont besoin d'écrire leur nom en lettres d'or. Et donc, il n'est pas impossible qu'ils puissent s'orienter autrement que ce qui a été fait en première instance. Parce que les détournements tels que orientés par rapport à ce procès présentent beaucoup de faiblesses sans pouvoir argumenter. Ça ne résiste pas à l'argumentation judiciaire ou juridique. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'il faut, ce n'est pas mauvais de pouvoir revoir ça. Une année après, vous persistez et signez que Vital Kamerhe serait victime d'une machination, d'une cabale politique ou politicienne, voulais-je dire. Bon, je crois qu'au départ, vous avez suivi, nous avons tous suivi, que ça a commencé par la clameur publique. Laquelle clameur publique indiquait que M. Vital Kamerhe aurait détourné 480 millions de dollars. Mais de fil en aiguille, on va se rendre compte que tout le projet, en termes de décaissement, ne représentait que, je crois, 260 millions de dollars. Maisons préfabriquées. Attendez, tout le projet, parce que globalement, il n'y a pas que des maisons préfabriquées. Il n'y a pas que des maisons Il y a des moutons. Il y a sous de moutons. Il y a même des routes à l'intérieur. Il y a des routes, la construction de routes, la réhabilitation de routes. Il y a des ponts qui ont été jetés. Il y a des écoles qui ont été réhabilitées. Et il y a celles qui ont été construites. Il y a des centres de santé qui ont été réhabilités. Donc, le programme de 100 jours du chef de l'État, et nous persistons jusqu'à présent, ce programme, ce n'est pas le programme de Vital Kamerhe, c'est le programme du chef de l'État. Et nous continuons à persister et nous continuons à soutenir ce programme-là, ce programme du chef de l'État. Et donc, c'est un programme qui avait englobé un certain nombre d'aspects qu'on ne va pas focaliser seulement sur au départ, parce que au départ, ce qu'il a amené là-bas, c'est que c'était les sautes-moutons. Hein, nous avons tous vu des gens aller inspecter les travaux et tout ça, des sautes-moutons.
même si au départ, il n'en avait pas qualité. L'éternel chantier saute. Vous comprenez? Oui. Et puis finalement, quand on va élaguer les dossiers, on reste dans les maisons préfabriquées. Mais les maisons préfabriquées, la personne qui a reçu l'argent, Jamal, reconnaît avoir perçu l'argent. Et puis en plus, quand vous dites détournement de deniers publics, mais les fonds ont quitté déjà le domaine public pour aller dans le domaine privé. Alors, on ne sait pas à quoi, justement, où se tire la ligne de démarcation par rapport à cela. Donc, et puis en plus... Le ministère public a parlé d'un détournement intelligent, subtil. Bon... Il y a eu un jeu de passe-passe. Je ne sais pas, mais j'ai appris, hein, je ne sais pas, bon, je ne suis pas compétent sur toute matière, mais j'ai appris quand même des praticiens du droit que le droit pénal était de stricte application. Et n'admet pas d'analogie. Et en plus, il y a le principe sacro-saint de la légalité de la peine, de l'infraction et de la peine. Alors, dans le cas d'espèce, je crois que les infractions sont prédéfinies. Ce n'est pas sur le banc où on donne une définition. Elles sont prédéfinies et elles sont légales. Dans le cas d'espèce, je crois que il y a quand même vraiment une discussion à faire sur ce plan. Donc, les détournements, d'abord, je crois que sur le plan de la clameur publique aussi, les choses sont comprises autrement, parce qu'il ne s'agit pas de 480 millions, et puis en plus, tout le projet a englobé 260 millions de dollars, 260 ou 268 millions de dollars, et puis donc voilà, de fil à l'aiguille, on va se rendre compte que les prisons préfabriquées, c'est 57 millions de dollars, plus je crois 2 millions de dollars. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de trace entre Jamal, ou l'entreprise Carmon, tout ça, et puis la personne de Vital Kamerhe, je crois qu'il n'est pas mauvais de pouvoir se dédire. Ou sinon de dire le bon droit. Vous faites foi en la justice congolaise. Oui, parce qu'ils sont des Congolais. Pouvez-vous nous confirmer que c'est lundi, Vital Kamerhe sera physiquement devant les juges? D'abord, je devais peut-être commencer par là. Comment se porte-t-il? Pour ceux qui sont en contact avec lui, vous savez qu'il est dans une situation délicate. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est en contact avec lui. Pour ceux qui sont en contact avec lui, les rapports ne sont pas si réluisants qu'on puisse le dire. Parce que je crois que déjà, vous avez suivi le ministre de la Justice qui est allé le voir, qui avait... D'ailleurs, on ne comprend pas... Oui, à l'époque, les nouvelles étaient alarmantes. Oui, c'était alarmant. Et vraiment, il était question que de toute urgence, les dispositions soient prises au niveau de l'État pour son évacuation. Donc, pour ceux qui le voient, les informations de là, c'est que sa situation sanitaire est tout à fait précaire. Non, tout à fait précaire, mais je crois que les faits sur terrain peuvent nous faire croire au contraire, parce qu'on les voit de plus en plus actifs sur les plans politiques, avec même quand il est en prison, des tweets. Même quand il est en prison, les gens le voient actif. Mais pour preuve, il vient de faire une proposition à travers une correspondance qu'il a adressée et au chef de l'État et à certains leaders tirés sur les volets. Non, ce sont les grands leaders. Oui, les grands leaders, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi il faudra les grands leaders et les petits leaders. Non, mais attendez, Oui, je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique. Hein. Je ne veux pas entrer dans la polémique. Mais je crois que même dans une classe, il y a des étages. Il y a des étages. Donc, c'est vrai, okay, il y a des leaders, mais tous ne baignent pas la même enseigne. Oui, c'est par rapport... C'est sans polémique, hein, voilà. Oui, c'est sans polémique. Okay. C'est par rapport à la situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, comme si cela ne suffisait pas, avec tous les malheurs chaque jour qui passe. Cette fois-ci, c'est l'éruption volcanique de Nyiragongo. Vital Kamerhe a ses propositions, mais jusque-là, il faudra dire que on a l'impression qu'il est en train de prêcher dans des déserts. Je crois que jusque-là, honnêtement, la réaction que je n'ai pas encore entendue, je peux te distraire,
c'est la réaction du sénateur à vie, que je n'ai pas encore entendu. Mais je crois que le président Fayoulou a réagi. Oui, le président Fayoulou a été même le premier à réagir. Voilà. Oui. Le président Fayoulou a réagi. Je suivis le chef de l'État, le premier d'entre nous, aussi à parler un peu dans ce sens-là, parce qu'il a dit qu'il a invité les personnes de bonne foi de pouvoir s'orienter vers des fonds qui puissent amener justement à suppléer à ce que le gouvernement aura réuni comme fonds. Donc je crois que c'est dans la même ligne. Et le président Moïse Katumbi aussi a réagi. Le président Jean-Pierre Bemba, on sait aussi que c'est quelqu'un qui est sensible à tout ce qui concerne le pays. Donc je crois que la personne qui ne s'est pas encore prononcée, c'est le sénateur à vie. Mais évidemment, chaque leader utilisant son style pour que le tout ne revienne pas pour ne pas faire porter cette gloire ou cette victoire au président Vital Kamerhe. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas à qui va revenir la couronne, c'est plutôt les solutions qui devront être trouvées par rapport à cela. Je crois que nos ressources sont précaires et puis en plus qu'il s'agisse des calamités, donc ce n'est pas prévu. Et donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et donc, ce qui est sûr, c'est que avec la précarité de notre trésorerie, il n'est pas impossible de pouvoir, il n'est pas criminel même, de pouvoir faire des appels de fonds. Et je crois que l'idée majeure, c'est qu'on puisse réunir un fonds pour pouvoir résoudre tant soit peu cela. Maintenant, en termes d'initiative, je crois que les nations civilisées, les personnes policées, devant un certain nombre devant certains cas comme ça, ils cherchent à mettre en berne leur ego. Nous avons vu lors de l'attentat sur les tours jumelles. Les 11 septembre 2001. Dans 3 mois, 20 ans jour pour jour. Oui, donc à l'époque, le président George Bush Jr. a réuni tous les chefs d'État, et même son prédécesseur, avec qui je crois que les relations n'étaient pas... Bill Clinton n'était pas si tendre que cela. Nous avons vu en France, avec l'attentat de Charlie Hebdo, le président Hollande a réuni même Sarkozy. Mais pour tout celui qui suit la politique française, c'est que Sarkozy et Hollande, les relations ne sont pas tendres. Oui. Vous comprenez? Et en plus, même lors des obsèques, je crois que de Mandela... Ils ont même réuni les peines à l'époque. Oui, voilà, au-delà. Oui. Mais la personne avec laquelle les relations sont vraiment vives, sont tendues, c'est plus entre Hollande et puis Mitterrand, avec Sarkozy. Chacun n'arrête pas d'occasion pour jeter de la tomate à l'autre. Vous voyez? Mais pour des questions d'État, je crois qu'il faut une âme d'État. Voilà. Pour des questions d'État, il faudra... Pour des questions d'État, il n'y a pas d'état d'âme. Il faut une âme d'État. Ouais. Et nous sommes fiers. Peut-être que nous, d'appartenir à l'UNC, avoir à notre côté quelqu'un qui a un homme d'État, qui n'a pas d'état d'âme, qui a plutôt une âme d'État. Mais Vital Kamerhe en prison, c'est vrai, prend cette initiative. Veut-il, entre guillemets, bien qu'il n'est pas mort, mais veut-il, entre guillemets, renaître de ses cendres, comme qui dirait, il veut aussi se faire parler de lui, dire que je suis là, je ne suis pas encore mort. Non, mais regardez, il a dit qu'il était prêt à intervenir. De la prison, il était. Par téléphone, paraît-il. Par téléphone. Il n'a pas conditionné cela à sa sortie. C'est ça l'homme d'État. Il n'a pas conditionné cela à sa sortie. Il dit, même de sa cellule, il est prêt à parler au téléphone. Voilà. Pour ceux qu'il avait nommé pacificateur jusqu'au bout, c'est qu'il indique que même en prison, il continue à être pacificateur. Quoi de plus normal? Mais c'est là où ça dérange un tout petit peu. Ça va déranger en prison, il doit se concentrer d'abord pour son procès,
nous sommes en appel, c'est la dernière chance. Les avocats mais sont là en pour ça. même temps, ils se dispersent en cherchant aussi à se faire voir, à se faire remarquer. C'est ça le côté bémol de cette initiative. Non, c'est ça le côté remarquable, justement, de la personne. Il met en berne ses égos, son ego. C'est ça le côté remarquable de la personne. Parce que un homme d'État, justement, il met en avant-plan, dès lors qu'il y a des problèmes d'État qui surgissent, il met en avant-plan les raisons d'État, qu'est sa personne. Voilà. Mais à quoi faut-il maintenant s'attendre? Parce que même le chef de l'État l'a reconnu, la situation est grave, catastrophique, mais sous contrôle. Il y a péril en la demeure, parce que les risques d'une nouvelle éruption sont réels et énormes. Oui. Que faudra-t-il faire alors? Mais les problèmes, je crois que la situation jusque-là est maîtrisée. Mais j'ai encore suivi le chef d'État. Il y a ceux qui sont allés je crois, dans d'autres coins. Une équipe gouvernementale. Une équipe gouvernementale pour gérer un certain nombre de problèmes. Mais il y a des déplacés. On évacue la population. Il y a des déplacés. On les relocalise, mais il n'y a pas de site d'accueil. Voilà. Donc tout cela va pouvoir nécessiter justement que se mettre ensemble. Qu'on se mette ensemble pour résoudre ces problèmes-là, en mettant en berne les égos de chacun. Et je salue personnellement l'adresse du chef de l'État et la proposition du chef de l'État, notamment, et les différentes dispositions que le gouvernement est en train de prendre déjà. L'UNC fait partie de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez d'ailleurs pour preuve, vous avez quelques ministères. Mais que devient l'accord de Nairobi, signé entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe? L'un est aujourd'hui au Palais de la Nation, l'autre au centre pénitentiaire de Makala. L'accord de Nairobi, que je sache, jusque-là n'est pas encore récusé, ni par l'un ni par l'autre. Et de manière formelle. Sa caducité n'est plus à démontrer, José Ntedika. Bon, je ne sais pas si c'est des grandes personnalités qui ne sont pas à ma hauteur, qui ont signé. Et je crois que tant pour l'un que pour l'autre, il y a des signaux qui seront indiqués pour mettre terme à cet accord. Mais que je sache, jusqu'à présent, cet accord-là, eh bien, il n'est pas récusé. Et je perçois que même l'Union sacrée a comme socle, l'Union sacrée a comme socle l'accord de Nairobi. N'oubliez pas que l'UNC, c'est le partenaire du chef de l'État. Partenaire privilégié. C'est le partenaire privilégié du chef de l'État de 2018 et de 2023. Ah, c'est très important. De 2018 et de 2023. C'est le premier partenaire du chef de l'État. Et donc, jusque-là, il n'est pas encore récusé. Et je présume qu'il y ait des passerelles entre les deux personnalités. Je présume. Mais, vous savez, je ne sais pas entrer dans le moule des grands qui sont, mais je présume qu'il y ait des passerelles. Est-ce que pensez-vous que ce qui arrive aujourd'hui à Vital Kamerhe, les présidents nationaux de l'UNC seraient plutôt sacrifiés sur l'autel des ambitions présidentielles de Félix Tshisekedi pour 2023? C'est un candidat écarté. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, nous réfléchissons. Non. N'ayez pas peur de réfléchir, monsieur José. Non, mais vous me posez une question par rapport aux intentions du chef de l'État. Oui. Surtout que je ne suis pas son porte-parole. Comment puis-je décrypter, puis-je parler de ces intentions? Autant les mettre au frais pour ne pas déranger la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Mais je dis le chef de l'État a comme allié principal, allié de première heure, M. Vital Kamerhe. C'est un fait, il lui a démontré quand il n'était pas déjà chef de l'État. Et jusqu'à présent, je crois que le président du parti continue à respecter cet accord
pour preuve. Vous pouvez entrer dans tous les sites, vous pouvez visionner tous les rapports. L'UNC reste tout à fait loyal vis-à-vis du chef de l'État, déjà parce que c'est le président du parti respecte cet accord-là. Mais non, moi je suis prêt, je suis disposé à parler de l'UNC. Une année déjà, derrière les barreaux. Je suis disposé. Comment se porte l'Union sacrée? Je suis disposé à parler de l'UNC. Comment se porte l'Union pour la nation congolaise? Je suis disposé à parler de l'UNC, mais les autres partis, je crois que je n'ai pas mandat à pouvoir parler d'eux. Oui, tout à fait, voilà. Parce que vous êtes autorisé à parler de l'UNC. Ça fait... Bon, peut-être que je ne suis pas autorisé à parler de l'UNC. Mais vous pouvez le faire. Mais en tant que haut cadre du parti, vous pouvez le faire. Je peux porter la parole de l'UNC. Justement, parce que vous pouvez porter la parole de l'UNC. Voilà. Déjà une année, depuis que Vital Kamerhe est derrière les barreaux. Mais sinon, comment se porte son parti? Comment se porte l'UNC? Curieusement, il y a des gens qui pensaient à la déflagration de l'UNC après l'arrestation du président national. Mais on a dû jouer tous les pronostics. Et ça rend encore beaucoup plus compliqué la situation du président Vital Kamerhe. C'est pour ça que je dis encore, je l'ai dit autrefois devant vos confrères, que Vital Kamerhe, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en 2023, en prison, en liberté, même dans son cercueil, il fera parler de lui aux élections de 2023. C'est-à-dire? C'est clair. En liberté, en prison. Même en cercueil. Même dans son cercueil. C'est là où ça m'a intrigué. Là. Mais pourquoi ça va vous intriguer? Lumumba, il n'y a pas des gens qui se sont fait passer par, en citant le nom de Lumumba, et qui ont eu le pouvoir. Kabila, le père, quand il venait là, il a parlé de Lumumba. Gizenga, le Palou, a eu la primature en parlant de Lumumba. Aujourd'hui, on parle d'Étienne Tshisekedi. Vous comprenez? Alors que le président Étienne s'est battu comme un loup dans un bénitier, mais il n'a jamais accédé à la présidence. Donc, il n'y a aucun cas de figure qui va effacer Vital Kamerhe de la scène politique. Aucun cas de figure. Visiblement, il est incontournable. Bon, je voudrais... C'est un acteur principal? C'est un acteur majeur. On peut tout dire. Mais vous savez, Lumumba, en 1958, il avait été emprisonné, aussi encore comme ça pour détournement, je crois, à la poste. Mais quand il est sorti de la prison, c'était compliqué. Charles Blé Godet, en Côte d'Ivoire, je crois que pour tous ceux qui suivent la scène politique internationale, il n'est pas aussi effacé que ça. Même Gbagbo, hein? Gbagbo, même. Donc, pour tous ceux qui se sont orientés vers l'étouffement de Vital Kamerhe, c'est pour ça que je vais même plus loin. Même physique, s'ils en arrivent là, ça n'arrivera pas à atteindre le nom de Vital Kamerhe. Finalement, il est devenu immortel. Bon, les hommes de la trempe de Vital Kamerhe. Les gens l'ont rendu immortel. Oui. C'est ça. Je reviens encore dire, John, la haine rend bête. La haine rend bête. La haine abrutie. Voilà. Et donc, il y a eu peut-être des initiatives comme ça, beaucoup plus dominées par la haine, mais malheureusement, ils ont fait aussi de Vital Kamerhe plus icône qu'icône. Son parti qui devait être en déflagration dans des cas normaux, dans des cas normaux, mais ce parti résiste, ok? Il y a bien qu'il y a eu quelques secousses à l'interne. Quel devient votre ancien secrétaire général, ministre honoraire au budget? Il est au parti. Vous l'avez suivi. Il a même dit que c'est l'un des rédacteurs de notre statut. Ça, c'était une façon de se moquer de vous, Monsieur José Tedika. Ah bon? Aussi longtemps qu'il n'a pas écrit un autre statut, à part celui de l'UNC. Donc, il reste au parti. C'est son œuvre, en fait, ce statut. C'est un grand notable du parti. Il est là, au parti. Donc, mais attendez,
Vous savez, nous sommes dans une société où il y a parfois des incompréhensions, des malentendus, ou des gens qui veulent nécessairement voir des gens se fragmenter. Mais quand ça ne marche pas... Des gens s'entrer dedans. Oui, mais il faut avouer que l'UNC a pu résister à ces turbulences. Donc, nous avons des personnalités qui savent naviguer sur toutes les différentes sinusoïdes que revêtent les vicissitudes humaines. Voilà. Alors, l'actualité, c'est aussi ces débats, vous le savez, sur la congolité. Tout est parti aussi d'une proposition, d'une initiative d'un Congolais qui réfléchit et qui pense que, en tout cas, il serait mieux pour prétendre être président de la République dans ces pays en République démocratique du Congo, il faudrait être né des pères et des mères congolais. Pensez-vous que c'est une initiative bienvenue qu'on peut soutenir ou c'est plutôt une initiative dangereuse et indécente? Écoutez, c'est un Congolais qui a un point de vue. Encore qu'il faut qu'on en débatte au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça puis, doit passer par là. Et puis, qu'on promulgue la loi. Et si sa proposition remporte, eh bien, dès lors que... Mais qu'en pensez, José Tédika? Dès lors que la loi... non, c'est pas moi qui ai pris l'initiative. C'est lui qui a pris l'initiative. Je ne voudrais pas porter un jugement de valeur sur son initiative. Vous comprenez? Mais... par absurde, José Tédika, député national... pourra-t-il voter pour une telle initiative? Par absurde, bien sûr. Bon, le problème des nationalités, je crois que c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment en Afrique. Vous savez, il y a eu l'ivoirité. L'ivoirité. Gbagbo Ouattara est devenu président. Bon, nous savons que Sarkozy, il est hongrois. Ouais. Nous savons que Obama, il a des souches kenyanes. Nous savons que... Et haïtiennes. Oui, nous savons que, si je ne m'abuse, Mitterrand avait des souches juives. Si je ne m'abuse, je peux toujours me tromper, je suis une personne humaine. Donc, je crois que de plus en plus, ce problème de nationalité est en train d'être banalisé. De plus en plus. Colin Powell, qui était chef d'état-major aux États-Unis, non, sous Bush, il était, je crois, secrétaire d'État, si je ne m'abuse. Mais chef d'état-major sous Bush, le vieux Bush, Bush père, était chef d'état-major général des armées. Il est des sources africaines aussi. Hein. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est un débat qui nécessite d'être pris avec dextérité quand même. Avec dextérité. C'est important. C'est important. Et surtout, maintenant, avec aussi la fragilité de notre pays. Donc, je crois qu'il faut devoir mettre un peu tous les ingrédients. C'est une sorte d'astuce pour écarter certains candidats en lice. Certains candidats potentiels, en tout cas, parce que 2023, ça non, moi, je ne veux pas me faire des a priori. Je ne veux pas me faire des a priori. Mais si c'est cela, mais je ne pense pas que ce soit cela. Mais si c'est cela, je voudrais seulement dire, au fait, c'est comme on dit, à vaincre sans gloire. Et une victoire sans triomphe. Vous comprenez? Une victoire sans gloire. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas qu'on en arrive là. Vous comprenez? Je ne pense pas qu'on arrive là. Je me dis qu'on doit être dans une configuration où il y a des compétiteurs valables. Et puis, je crois que la population n'est pas assez naïve pour voir qui peut la mieux représenter ses intérêts. De toute façon, nous, déjà, au niveau de l'UNC, nous sommes déjà d'abord au cash. Donc, je crois qu'il y a des décisions. Jusqu'à présent, vous continuez de parler cash. Ça existe toujours. Je vais vous dire, ça fait, je crois, en 2016, donc ça fait 5 ans, on nous a, enfin, il y a un terme qui est sorti comme abusivement, on a parlé de Vital Caméréon et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire qu'au moins, Vital Caméré respecte ses engagements. Et jusqu'à présent, même en prison,
ils continuent à respecter ces engagements et ces accords. Nous continuons à respecter ça. UNC. En tout cas, on n'a pas encore eu des sons dans le sens de pouvoir récuser cet accord-là. Vous y tenez. Nous y tenons. Maintenant. Mais vous y tenez. Maintenant. Vous tenez à un accord qui devient de plus en plus virtuel. Non, maintenant, il y a eu des impondérables qui nécessitent que les grandes personnalités ou les grandes personnes puissent... en tout cas, qui nécessitent des avenants. Des avenants, ouais. Des accords, tout ça. Donc, oui, une évaluation et tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais l'accord, il est là. Jusque-là, en tout cas, pour notre part, nous respectons cet accord-là. Jusque-là. Vous comprenez? Alors maintenant, je crois que les accords, dans leur précis état, ont posé des problèmes dans leur application. OK? Ça nécessite une certaine évaluation. Mais en temps opportun, en temps utile, les différentes personnalités se mettent ensemble pour évaluer et voir les différentes options qu'il faudrait lever pour le futur. 2023 qui est déjà dans 2 ans ici. Ouais. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. José Tedika, je ne peux pas vous lâcher sans vous poser cette question. L'inspection générale des finances, ça bouge. Une vieille structure, hein, mais qui a les vents en poupe ces derniers temps parce que entreprises publiques, privées, mandataires, gestionnaires, en tout cas, personne n'est épargné. Et comment appréciez-vous ce travail abattu par l'IGF? Estimez-vous que c'est des bons dans la loi ou c'est tout simplement une sorte de chasse aux sorcières, une sorte de justice-vengeance? Bon, c'est à eux d'apprécier d'abord leur travail. Vous êtes Congolais, un fin observateur. Eux-mêmes d'abord d'apprécier leur travail. Faire une auto-évaluation. Une auto-évaluation et de voir si les lignes qui sont indiquées à l'heure actuelle doivent se poursuivre ou rectifier. Voilà. Mais qu'en pense José Tedika? Par rapport à ce que... Par rapport à ce que fait Jules Alinguete et l'IGF. Non, bon, honnêtement, comme je n'ai pas encore fait partie de ceux qui ont été sur la ligne de mire de l'IGF, hein, il m'est difficile de pouvoir en dire quelque chose. Oui. Mais je suivis notamment que, en fait, par exemple, dans certaines structures, ce que je suis en train de dire par rapport à l'IGF, il y a... On suit dans les médias, parce qu'on lit quand même les journaux, c'est que c'est sur le nombre de jours de mission. Hein? Apparemment, quand ils vont quelque part où ils peuvent prendre... On a aussi des choses à reprocher aux inspecteurs. Ils peuvent prendre beaucoup de temps. Oui. Et les brebis galeuses ne manquent pas. Oui. Bon, je ne voudrais pas aller vers ces termes que je trouve désagréables. mais dans certaines institutions, on déplore quand même la longueur des jours d'émission. Alors, qui doit inspecter l'IGF? L'IGF, tel que je dois percevoir, c'est que l'IGF dépend de la présidence de la République. Non, mais on doit aussi contrôler ce que l'IGF fait aussi. Bon, honnêtement, en cas d'abus. Honnêtement, je ne connais pas trop les statuts de l'IGF, parce qu'ils doivent avoir un statut, et le statut, justement, réglemente tous ces genres d'aspects. Hein. Donc, l'IGF est dans sa façon de fonctionner, parce que si on empêche à l'IGF de fonctionner, ça devient une obstruction, justement. Alors, mais on constate seulement que dans certaines structures, on a appris que, par exemple, à l'OCC, ils ont pris beaucoup de temps que prévu, surtout que quand on va à mission là-bas, je crois que par jour, on nous parle de 200 ou de 300 $, et c'est quand même tentant de pouvoir... mais c'est pérennisé vers ce genre de missions. Alors que ce sont des missions tout à fait ponctuelles. Et tout ça. Mais j'ai appris que, je crois, à l'OCC, ils doivent être là depuis 3-4 mois. Je n'ai pas trop de précision, mais c'est quand même quelque chose dans ce sens. La mission perdure. La mission perdure. Alors, je crois que la tentation est quand même... la tentation est grande. La tentation est grande et voilà elle est perceptible. Je vous ai posé cette question, qui inspecte l'IGF?
Je crois que les différents statuts peuvent bien l'indiquer. José Tedika, les peu de temps qui nous reste, c'est lundi déjà. C'est le début du procès, on appelle bien sûr, de Vital Kamerhe. Dans quel état d'esprit vous allez entamer ces procès? Qu'attendez-vous de l'appareil judiciaire congolais? Mais on ne l'a pas dit. Est-ce que l'UNC attend quelque chose du partenaire, c'est vous qui l'avez dit, de Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui président de la République, Félix Tshisekedi? Oui, il y a deux questions. Dans quel état d'esprit nous allons aborder cela? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on attend du chef de l'État? Dans quel esprit, c'est que nous avons, on va se répéter, on a confiance à la justice congolaise par le fait que ce soit des Congolais qui interagissent dans cet appareil. C'est vrai que la procédure en première instance est contestée, c'est pour ça que nous sommes allés en appel, ok? Et nous avons espoir justement qu'en deuxième instance, qu'on puisse corriger ce qui a été contesté au niveau de la première instance. Je vous ai rappelé ce qui se passe notamment dans l'émission Faites entrer l'accusé, où des gens sont condamnés parfois 25 ans après. On se rend compte, après révision, que ces gens-là ont été innocents. Donc voilà, c'est dans cet état d'esprit. Mais entre-temps, on ne se fait pas d'illusions. Parce que là où la justice humaine faillit, il y a la justice divine qui agit. Il est possible aussi, que on soit en écart du droit. Parce que au niveau de l'opinion publique aussi, il faut se le dire, vous savez que la procédure a été entamée par la clameur publique, mais aujourd'hui, au niveau de l'opinion publique, ok, c'est qu'il y a comme un retournement de situation. À telle enseigne que les gens se disent quand même que la procédure qui a amené le président Vital Kamerhe dans cette situation-là est étrangère au droit pur. Donc, si les mêmes raisons persistent, on est préparé à toutes les éventualités. Voilà pourquoi je disais que dans tous les cas, en liberté notamment, tout ça, en prison, si les raisons en deuxième instance s'écartent au-dessus du droit, parce qu'on a parlé des détournements, nous avons tout ça, les conteneurs dont on a parlé sont disséminés à travers les provinces. Le gouvernement a reconnu que les conteneurs sont dans les différents ports. Le gouvernement, qui est une structure pérenne, une structure étatique, a reconnu que les conteneurs existent bel et bien. Quoi de plus normal? Donc, si malgré tous ces éléments probants, le juge en deuxième instance s'obstine pour des raisons qui s'écartent du droit à condamner, ben nous sommes préparés. Voilà pourquoi je dis encore, en tout état de cause. Et comme sa santé est précaire, si les raisons, ces raisons-là, par absurde, amènent même le président Vital Kamerhe, au regard de sa situation qui est précaire, eh bien, qu'on ne pense pas que ça pourra effacer Vital Kamerhe sur la scène. C'est pour ça que je dis, aucun cas de figure ne puisse échapper justement à faire renaître ce monde. José Tedika. Maintenant, où est-ce que vous mettez le principe de la séparation du pouvoir? Justement, il y a le principe de la... Ne poussez pas le chef de l'État à s'immiscer de... Jusque-là, il ne s'est pas... Jusque-là, il ne s'est pas immiscé. Et nous n'allons pas le pousser à s'immiscer. Mais il s'avère que celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, à partir du moment qu'une institution, dans le fonctionnement, arrive à jeter l'opprobre à notre pays, je crois qu'il agit. Et puis en plus, ça sur le plan politique, Vital Kamerhe reste son allié de 2018 et de 2023. Donc je crois que sur le plan politique, donc sur le plan institutionnel, je crois que la Constitution lui donne tout le pouvoir pour devoir agir, mais sur le plan politique, je crois qu'il s'agit aussi
son allié de première instance, et d'abord que, jusque-là, même la presse, je vois même, sans le dire, je vois même avec quelle virulence, hier, on était en train d'aborder ces sujets. Aujourd'hui, de plus en plus de gens comprennent que les raisons sont plus ailleurs. Non, les raisons peuvent être ailleurs, parce que notre justice ou les personnes qui disent le droit, ils peuvent aussi, en tant que personnes humaines, ils peuvent aussi être induits en erreur. Je crois que quand on a prononcé les jugements au niveau de la première instance, il n'y avait pas encore d'autres preuves, d'autres éléments probants, notamment la présence des containers, notamment un certain nombre de faits. On vous a compris, José Tédika. Là, vous l'avez dit. Donc, il y a certainement des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux. La déclaration du gouvernement. OK? Mais en plus, je crois que la SNEL et la Régie des eaux sont en train de s'employer à pouvoir alimenter, desservir en eau et en électricité les maisons préfabriquées déjà existantes. Donc, je crois que par rapport à ce procès, il y a lieu de pouvoir relaxer quelqu'un qui jusque-là, ou dont les éléments ne sont pas cristallisés par rapport à l'infraction présentée. José Tédika de l'UNC, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, M. John. Au revoir. Au revoir, M. John. C'est déjà pour ce lundi 31 mai, les débuts du procès 100 jours, cette fois-ci en appel. C'est un dossier judiciaire, on ne peut pas trop les commenter, mais nous serons derrière ce dossier, en tout cas derrière cette affaire, pour voir son aboutissement. Mais vous avez déjà remarqué l'engouement ainsi que l'optimisme que dégage l'UNC à travers M. José Tédika. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.